Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Togo, le président Faure Gnassingbé se lance dans les grands chantiers du pays. Les attentes sont nombreuses, notamment face à la montée du chômage et face aux inégalités sociales. L'accord de paix et de réconciliation d'Alger sera-t-il bel et bien signé? La question reste en suspens jusqu'au 15 mai prochain. La signature de la coordination des mouvements de l'Azawad n'est pas encore assurée, mais une réunion se tiendra le 15 mai prochain à Bamako, au Mali. La Biennale de Venise se poursuit jusqu'au mois de novembre 2015. Elle met en lumière tous les 2 ans des artistes venus du monde entier, parmi lesquels de nombreux Africains que nous découvrirons dans ce journal. La victoire du président Faure Gnassingbé a été confirmée à la tête du Togo pour 5 années supplémentaires. Plusieurs chantiers s'élèvent face au chef de l'État qui entame son 3e mandat. Et Mefa Kofi nous explique lesquels. La vie a repris son cours normal au Togo après un scrutin libre qui a donné la victoire au président Faure Gnassingbé. Le peuple qui lui a accordé ce nouveau mandat attend en effet beaucoup du chef de l'État et de son gouvernement. Au sein de la population togolaise, on nourrit l'espoir d'un lendemain meilleur. Je pense que les secteurs prioritaires sont la santé, l'éducation, et surtout comme je suis dans le domaine sportif, il n'a qu'à revoir, c'est le football comme le seul sport qui nous donne la joie. Il n'a qu'à revoir la crise qui secoue actuellement notre fédération togolaise de football. Il se souvient aussi de nous, les étudiants. On a plein de trucs, il y a plein de structures à rénover dans notre université, donc il va falloir qu'il pense à ça aussi. Nous voulons que les réformes soient entamées, les réformes et du travail pour la jeunesse. Et pour faire baisser la tension sociale, beaucoup évoquent la répartition équitable des richesses. Pour certains observateurs, le président Faure Gnassingbé est appelé à mieux faire sur ces 5 nouvelles années. Le bilan du mandat précédent ne fait pas l'unanimité. Le premier défi sera de consolider le vivre ensemble avec la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Alors il y a aussi les chantiers économiques, continuer à insister sur les réformes économiques, opérer les réformes qui permettent d'arriver à une croissance importante qui permettra finalement à la richesse, aux richesses dégagées, d'être mieux réparties. Ça a été l'une des faiblesses des précédents mandats. La société civile, pour sa part, insiste sur la question de l'impunité, un autre défi pour le président du Togo. Le chef de l'État, lors de la précédente campagne électorale, avait entre autres promis d'œuvrer pour une bonne gouvernance au cours des 5 prochaines années. En République démocratique du Congo, l'opposition républicaine souhaite participer au dialogue politique initié par le président Joseph Kabila. Cette plateforme n'a pas encore été consultée par l'émissaire du président, mais s'est prononcée en la faveur de l'ouverture de pourparlers, permettant ainsi de sortir le pays de la crise actuelle. Selon Emmanuel Ilunga, président de l'ARD, l'Action républicaine pour le progrès, c'est une toute autre raison qui se cache derrière cette démarche. Écoutons-le. L'opposition dite républicaine, ils se sont de manière autonome proclamés opposition républicaine. Mais dans la réalité, ce sont des anciens mobutistes, en l'occurrence Tiengo Adondo, qui a toujours été ministre et premier ministre et qui est aujourd'hui le président du Sénat. Donc je ne vois pas, il est opposant de qui et il n'a jamais été opposant toute sa vie. Et avec les Lisanga Bonganga, donc c'est toute une équipe de gens qui sont vraiment assoiffés du pouvoir parce qu'ils ont toujours été dans le pouvoir avec l'ancien régime comme avec le nouveau régime. Aujourd'hui, c'est une manière pour eux de rester dans le cercle du pouvoir. Les soucis de la population, de l'Afrique et du monde passent derrière avant leurs intérêts égoïstes. C'est pourquoi l'opposition réelle que nous sommes, nous demandons un calendrier clair. Qu'on nous dise, le pouvoir veut le dialogue, nous sommes d'accord. Mais les dialogues, pour quel objectif ? Quel est le chronogramme et à quoi nous allons aboutir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le président Kabila finit son mandat dans 1 an. Dans 1 an, il doit y avoir des élections présidentielles. Nous exigeons de la CENI un certain nombre de choses que la CENI doit respecter, la révision des listes électorales. Donc il y a pas mal de choses dont nous ne sommes pas satisfaits jusqu'à maintenant et qui sont légitimes d'ailleurs.
Dialogue politique toujours, mais cette fois en Guinée, où le pouvoir et l'opposition vont se rencontrer ce mardi 12 mai au palais Sékou Touré. Le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, vont échanger sur la situation politique du pays. Pour cette rencontre, l'opposition part avec deux objectifs en tête: négocier la libération de plusieurs dizaines de personnes condamnées au cours des dernières manifestations, mais aussi à faire modifier le calendrier électoral qui, selon elle, ne respecte pas l'accord conclu le 3 juillet 2013. Résolution de la crise au nord Mali. La signature de l'accord d'Alger est au cœur des préoccupations du pays. Il a été paraphé le 1er mars à Bamako par ses alliés, mais la coordination des mouvements de l'Azawad a, elle, refusé de le signer. Une rencontre est prévue ce vendredi à Bamako afin d'entériner ce texte. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Au Mali, l'accord de paix et de réconciliation sera-t-il signé par les acteurs du conflit le 15 mai à Bamako? La question est sur toutes les lèvres dans le pays et pas seulement. Pour donner tous les sens aux négociations, une rencontre cruciale est prévue à Alger d'ici quelques jours sous la présence des représentants de l'Organisation des Nations Unies au Mali, des représentants du mouvement de l'Azawad. Il y a une réunion conviée par le médiateur Mounzi pour une réunion qui concerne tout simplement la coordination du mouvement de l'Azawad pour les donner les dernières explications et pour dire à ceux qui vont paraffer à Bamako quel est leur rôle, comment ils doivent intervenir dans la cérémonie qui sera en présence de plusieurs chefs d'État qui sont conviés, la communauté internationale qui sera là, la France qui est invitée, les États-Unis qui seront là, l'ONU qui sera là, l'Union africaine qui sera là, toute la communauté internationale à Bamako en présence du chef de l'État malien, de tous les acteurs qui ont participé à la médiation, des groupes armés favorables à une situation telle qu'elle est là, et groupes armés défavorables même à l'accord qui seront quand même représentés. C'est tout simplement pour leur donner des explications par rapport à leurs interventions à la phase de signature, à la cérémonie de signature du vendredi prochain à Bamako. Si ce conclave a pour but d'encourager la signature d'un accord le 15 mai à Bamako, la fin du conflit qui dure depuis plusieurs années est très attendue par les Maliens. Les chances sont que la communauté internationale qui pilote cet accord est fatiguée. Les soldats qui sont déployés sur le terrain sont fatigués. Les populations elles-mêmes sont fatiguées. Nous sommes tous pratiquement au bout du rouleau où la situation a perduré, que les acteurs sont plus que jamais décidés à sortir du bout du tunnel, à sortir de cette situation, de cette impasse. C'est pourquoi la rencontre justement d'Alger, qui reste maintenue, elle reste maintenue même s'il y a une modification de date, va permettre solennellement de prendre l'engagement là et de venir à Bamako, ensuite paraffer l'accord le 15 mai prochain, vendredi prochain. Un pré-accord a été paraphé le 1er mars 2015 par le gouvernement malien, la médiation et certains groupes armés. Mais certains mouvements, notamment le MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, avaient refusé de le signer. Immersion à présent au sein de la Biennale de Venise. Cette 56e édition se tient du 9 mai au 22 novembre prochain. Les artistes des 89 pays représentés exposeront dans les pavillons historiques des Giardini et de l'Arsenal. Parmi eux, de nombreux Africains, comme nous le montre ce reportage de notre envoyé spécial en Italie, Paul de Singui. Ils sont venus du monde entier avec chacun un esprit créatif différent. De la sculpture au tableau, en passant par les masques africains, ici, tous les objets sont représentés. Nous sommes à la Biennale d'art contemporain de Venise, la 56e édition. Un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs et les professionnels de l'art contemporain. Une plateforme idéale pour ces génies de la créativité artistique aux œuvres diverses et variées, mais parfois difficiles à comprendre dès le premier regard. C'est le cas au pavillon français où cet arbre géant bouge comme un être humain. Donc ici, oui, j'ai l'habitude de concerner un composant, par exemple, d'un matériau, de l'extraire et de faire qu'il redonne forme à celui-ci. Et ici, ça prend forme avec ces arbres qui sont mus par sur des plateformes, mais en relation avec le débit de sève. Avec plusieurs millions de visiteurs à chaque édition, la Biennale d'art contemporain de Venise est devenue au fil du temps un véritable espace d'échange culturel. Depuis sa création en 1893, il a favorisé le succès de plusieurs créateurs jadis inconnus.
Même si ce rendez-vous mondial accueille cette année 35 artistes africains sur les 136 présents, on constate l'absence de certains continents en voie de développement. C'est le cas des pays de l'Amérique latine, mais aussi de l'Afrique, un continent souvent sous-représenté ou mal représenté à la Biennale de Venise. Souvent, on montre l'art traditionnel, l'art primitif, alors qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui se font, mais qu'on n'offre pas une visibilité assez importante. Afin de donner plus de visibilité à l'Afrique, certains architectes lui offrent une visibilité supplémentaire à la Biennale de Venise. C'est le cas de Architecture Studio. Ce cabinet d'architecture a choisi de mettre en avant cette année à la Biennale de Venise son exposition Villes africaines. Parce qu'on est là pour essayer d'aider ou de faire sortir un certain nombre d'idées et d'aider les jeunes architectes ou les jeunes artistes. Donc l'année dernière, on a fait un concours pour les jeunes architectes africains qui a été d'ailleurs particulièrement intéressant. Et cette année, nous avons poursuivi ce travail dans le cadre de la Biennale d'art contemporain avec les villes africaines en devenir, qui sont en pleine mutation. Et ça nous semble toujours très intéressant de montrer ce qui se passe en Afrique à Venise, puisque Venise est la meilleure, dans le cadre d'une biennale, c'est la meilleure chambre d'écho qu'ils puissent avoir. Pour la première fois depuis 120 ans, un Africain est aux commandes du comité d'organisation de la Biennale de Venise. Le Nigérien Okui Enezor conduira la biennale jusqu'au 22 novembre 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.